Donc on peut démarrer l'étape 9 dans laquelle on va utiliser output cette fois-ci et puis utiliser des assets externes. Mais l'important, ça va être output, c'est-à-dire, comme ce qu'on a eu avec input, c'est pour faire descendre de l'information du parent vers l'enfant, on a également l'inverse, donc output, pour remonter de l'information de l'enfant vers le parent. Très souvent utilisé lors d'événements utilisateurs, les composants dump, parce qu'on va quand même souvent essayer de respecter ce concept-là, qu'on a des composants plus de présentation qui ne doivent pas agir sur leurs propres données, sauf cas pas forcément exceptionnel, mais sauf cas assez précis, par exemple si le composant au clic doit devenir rouge ou si par exemple un composant passe de croix à uncheck, des choses comme ça, ça peut être contenu dans le composant de présentation, dans le composant dump, mais sur cet objectif-là, qui va être donc de au clic sur un icône, de venir modifier la valeur qui est présente dans cette carte-là, c'est plutôt au composant Smart, donc au composant parent, de réaliser cette modification, soit par l'interrogation d'une API externe, soit dans notre cas, puisqu'on n'en est peut-être pas encore là, de venir modifier tout simplement aléatoirement le montant. Sur la visualisation, ça se passera comme ça. On va rajouter donc un icône sur la droite, au milieu, à droite ici. Enfin, ça je vous laisse faire. Moi, je l'ai rajouté de cette façon-là. Et au clic, le composant dump va devoir, par output, remonter cette information au parent. Le parent catch arrive à récupérer cet événement utilisateur et redirige vers une fonction TypeScript, donc du coup dans app component TypeScript, et réalise la logique qui lui est propre. Il va y avoir beaucoup de façons de le faire à ce niveau-là, mais le principe sera de venir modifier aléatoirement le montant que l'on a sur chacune des cartes. Pour vous regarder un petit peu le fonctionnement, à chaque fois que je clique, j'ai une modification du composant correspondant. Okay. Il va y avoir plusieurs choses, donc à la fois l'utilisation d'output, également les assets. Je peux te laisser un petit peu le bidouiller de ton côté, on le verra dans la correction. Il y a une façon qui est un petit peu plus propre que les autres. On en parlera si jamais tu ne l'as pas trouvé. Sur les ints, je te donne donc deux choses, à la fois un lien CDN qui permet d'avoir un import de composants, et puis sur lequel tu peux cliquer, tu arriveras directement pour récolter cette balise i, et du coup d'avoir la balise vraiment définie pour avoir cette icône-là. Donc je peux te laisser faire ça. Ça va être une étape assez importante, puisque là on aura enfin les deux sens de communication parent-enfant, l'input et l'output. On se retrouve juste après. Donc regardons un petit peu pour cette étape 9, donc du coup d'avoir un petit peu ce rendu-là, avec un clic, un icône, qui au clic modifie le montant qu'il y a ici. On peut partir du point d'entrée ici, donc on est dans Balance Card. Ici j'ai ajouté une balise i, qui est tout simplement, voilà, c'est comme ça qu'affiche FontAwesome les icônes, qui au clic va déclencher une fonction dans Balance Card. Cette fonction-là va emit, ça c'est vraiment le mot-clé à connaître, emit sur un output, qui est du coup donc cette variable accessible, comme on l'avait dans les inputs. Input, une variable qui va permettre de recevoir de l'information du parent. Output est une variable que le parent va pouvoir réceptionner, et ici on lui envoie rien, mais en tout cas ça va émettre quand même un événement, ça émet au moins l'action qui est passée. En fonction des cas, on peut ici mettre des paramètres, des strings, un booléan, un objet, on peut mettre ce que l'on veut. Dans notre cas, on n'en avait pas forcément besoin, c'est possible d'en rajouter de toute façon. Donc ça, c'est un premier. Pour voir un petit peu comment c'est réagi, ça se passe comme ça. Donc dans Angular, petite chose, donc les crochets, c'est ce qui permet d'adresser des inputs. Donc c'est-à-dire que là, cet input-là, je lui mets des crochets autour, ça va me permettre de dire, je te donne cette information-là grâce à cette variable-là, currency. Okay, les crochets, ça va te permettre donc finalement d'interpréter ce qu'il y a à droite en tant que variable TypeScript, donc il va falloir l'interpréter et ensuite l'envoyer à cet input.
Et enfin, les parenthèses, là c'est plus dans l'autre sens, c'est les événements qui vont être reçus de outbalance card vont être interprétés là-dedans. Donc les outputs ici, refreshed, que l'on a donc là, cet output-là, est réceptionné ici côté app et qui redirige sur cette fonction refresh. Fonction refresh, alors là c'est intéressant, on y met currency. Donc currency, on est en train de boucler dessus, donc chacune des currencies que l'on a, on va y mettre dessus. C'est comme ça que l'on va arriver à discriminer pour savoir ce clic-là, quel élément il doit venir modifier. Est-ce que c'est le premier, le deuxième, le troisième? Ben, en fait, on le sait à la création. À la création, puisqu'on est en train de boucler dessus, chaque currency va du coup être équivalent à Bitcoin, la valeur qu'il a, la devise, etc. Et bien, lorsque l'on va créer, lors du for tout ça, on vient mettre ce que l'on est en train de boucler dans les paramètres de cette fonction-là. Donc sur cette fonction-là, qui peut sembler un petit peu complexe, mais ça nous permet en fait d'aborder pas mal de choses. Déjà d'une part, cette chose-là, en fait en JavaScript et donc du coup en Angular, on aime bien garder ce qu'on appelle un système d'immutabilité. C'est-à-dire que les variables que l'on utilise, on ne les modifie pas à la volée, on les modifie uniquement à la fin et on réassigne cette nouvelle valeur-là. On ne va pas venir la parcourir et modifier à l'intérieur chacun des champs que l'on peut avoir. On vient modifier une seule fois à la fin par réassignation. Donc, on a notre tableau de currency balance sur lequel on a bouclé ici. Donc, à ce clic-là, je vais venir boucler dessus grâce à un map. Et je fais une simple égalité. Si jamais la currency sur laquelle j'ai cliqué, donc du coup que l'on avait obtenu grâce à ici, si jamais donc ce label est égal au label sur lequel je suis en train de boucler, à ce moment-là, je modifie le amount par un random. Autre point assez important, qui n'est pas forcément toujours su, c'est donc les 3 petits points. Ces 3 points, on appelle ça un spread opérateur, et ça permet de venir flatter un petit peu, de venir remonter chacun des attributs de l'objet sur lequel on a spécifié. On l'a déjà un petit peu vu sur les directives, non, sur les pipes, pardon, mais ça va être dans l'idée, donc c'est que currency qui est un objet de currency balance, donc du coup contenant plusieurs attributs. Ce 3 petits points ici va nous permettre de venir prendre chacun des attributs de currency, donc amount, label, devise, etc. et de venir les mettre à plat sur cet nouvel objet qu'on est en train de créer. Et on vient modifier dessus le amount. Donc même si celui-ci remonte le amount, il est écrasé par celui-ci et on vient modifier donc aléatoirement ce composant-là. Si jamais ce if n'est pas vérifié, on retourne le currency tel quel, rien n'est modifié. Et à la fin, on modifie une seule fois pour toutes le currency. C'était peut-être la partie la plus compliquée. En tout cas, ça c'est une implémentation qui est assez correcte à implémenter. Un autre point était sur... quoique, je peux peut-être le montrer là comme ça. Un autre point était sur comment intégrer cette librairie de fonte, cette librairie d'icônes. Soit, et je crois que je le mets là-dessus aussi, on a 2 choix. Soit le choix, je pense que tu as pu faire, c'est de mettre en link CSS dans l'HTML directement le lien que j'avais pu passer dans int. Ça fonctionnera sans trop de soucis, hein, mais l'une des particularités intéressantes, c'est que Angular.json, qui va être un fichier sur lequel on met pas mal d'informations de build, nous permet directement de le faire, donc notamment ici. Donc il nous dit, lorsque je vais builder, j'intègre le style.css de base. Et ensuite, ce style.css, on le lit avec différents fichiers styles si on en a d'autres. Mais en tout cas, on peut venir se greffer dessus et dire que, en plus de ça, je veux ce CSS-là. Ça nous permet d'être lié directement au build. Et en fait, c'est que le build, il y a toute une partie qui va venir réécraser ton fichier HTML. Si jamais tu commences à y mettre des choses un petit peu statiques,
Tu commences un petit peu à jouer avec des fichiers générés, donc tu n'es jamais certain de qu'est-ce qui va être modifié lors du build, puisque vu que c'est des fichiers qui sont régénérés par la suite, c'est pas forcément toujours la meilleure des façons de venir les modifier. Donc en tout cas, ça c'est une possibilité. Donc on a une balise, enfin un attribut style dans lequel on peut venir spécifier tous les fichiers CSS que l'on embarque, et donc notamment ici les fichiers font awesome. Ça se passera plutôt là-dessus. Donc voilà, pour revenir un petit peu là-dessus. Donc intégration de l'icône refresh, donc que l'on allait récupérer sur un font awesome, assez classique, avec le côté cliquable, donc on l'a utilisé par ici. Donc parenthèse clic, hein, ce sera commun à toutes les balises que l'on peut trouver dans Angular. Ça nous permet de réceptionner le clic utilisateur. Mise en place de l'output, du coup, c'est vraiment ça l'ultra important de cette étape-là. Ça nous permet donc d'envoyer de l'information de l'enfant vers le parent. Et donc notamment, cet enfant va réagir à cet événement, générer une valeur aléatoire dans notre cas, mais ça sera, du coup, ce sera totalement différent dans chacun des besoins, mais en tout cas, ce qui va être toujours commun, c'est l'output. L'output envoie cette donnée au parent et le parent réagit à cette information. Il appellera des services, stockera quelque chose ailleurs, réappellera d'autres données, etc. etc. Il va y avoir énormément de choses à faire de ce côté-là. Donc sur les deux approches-là, on va plutôt préférer le Angular.json pour venir modifier les scripts ou les styles. Hein. J'ai montré le style, mais il y a aussi la partie script. On peut venir rajouter le JS, comme on pouvait le faire, comme on va avoir plutôt tendance à le faire si on vient du web assez classique, c'est de mettre en dessous, en bas de page, un script qui est un import. Côté Angular, on l'a déjà. Donc voilà, donc je répète un petit peu ça, ouais, les outputs, et là finalement on commence à avoir cette communication descendante-montante, descendante avec les inputs, où le parent envoie de l'information dans les inputs, et output, où l'information remonte. Ce qui finit pour une étape assez importante, puisque du coup voilà, on émet cette communication double sens entre les parents et les enfants. On peut maintenant passer à l'étape 10.